Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de la Finance Factory. Aujourd'hui, on va parler contenu dans Pledzi. Et à la fin de ce webinaire, vous allez ressortir avec une checklist de 10 questions à vous poser, de sorte que vous ayez des contenus qui soient bien propres, bien pertinents et que vous puissiez mieux adresser vos prospects. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Tout simplement, mon contenu s'appelle la checklist du contenu, 10 questions à se poser lorsqu'on crée un contenu. Et la première question, alors juste pour que vous puissiez vous situer un petit peu tout le long du webinaire, il y a 10 questions que j'ai scindées en 3 parties. D'abord, la création de contenu dans Pledzi. Ensuite, comme ça c'est mieux. Ensuite, la promotion dans Pledzi. Quand je dis promotion, c'est publication et promotion. Et enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour le contexte que d'avoir un contenu qui est propre, qui est bien scoré, qui est promu, etc. Donc, commençons par la création. Il y a 4 questions à se poser. La première, c'est est-ce que j'ai bien le bon format de contenu? Alors, on va venir sur Pledzi pour rappeler les 4 types de contenus qui existent. Donc là, je suis dans mon onglet contenu, je vais créer un nouveau contenu. J'arrive sur cette page-là, j'ai le choix entre 4 options. D'abord, les e-books. Les e-books, ce sont des contenus qui sont rattachés à un formulaire. Et suite à la soumission de ce formulaire, on obtient quelque chose. Donc quelque chose à télécharger. Ça peut être, c'est souvent d'ailleurs un PDF. Ensuite, on a les contenus offres. Les contenus offres, ce sont des formulaires aussi, mais avec rien à télécharger derrière. Typiquement, ça va être une demande de démo, une demande de devis, etc. Je les utilise aussi, moi, pour les inscriptions webinaires. Donc voilà, c'est je soumets un formulaire, mais je ne demande pas quelque chose, enfin, pas un contenu. Ensuite, on a les contenus blog qui normalement remontent automatiquement via le flux RSS. Donc, vous n'avez pas à vous en préoccuper, mais si jamais vous faites le choix de ne pas rattacher votre flux RSS, ce que je ne vous conseille pas, mais voilà, ce sera par là que vous passez. Et enfin, et j'ai l'impression que c'est celui qui est le plus méconnu de tous, c'est le contenu page. Le contenu page, c'est une URL qui va vous permettre de promouvoir des contenus qui ne sont pas les vôtres. Ça peut être intéressant dans la mesure où vous avez lu quelque chose qui est intéressant, qui apporte de la valeur à vous, évidemment, mais aussi aux personnes que vous adressez. Et donc, vous voulez le mettre sur LinkedIn, Twitter, voilà, j'ai lu cet article, c'était intéressant, etc. N'hésitez pas à aller le découvrir. Ce qui est intéressant quand on n'a pas beaucoup de contenu, quand on ne peut pas ancrer à la fréquence qu'on souhaite, c'est de quand même garder une certaine fréquence, une dynamique dans les publications. Et donc, ça vous permet, même si vous n'avez pas le temps de créer un contenu, de dire quelque chose sur les réseaux sociaux. Si jamais vous oubliez ces 4 types de contenus, vous avez un petit rappel ici dans la sidebar qui vous explique quel contenu sert à quoi. Je passe donc à ma deuxième question. Hop. Est-ce que les tags sont cohérents? Donc, je reviens à mon contenu et j'arrive sur la partie tag. On a donc tag exclusif et tag préférentiel. Pour rappel, un tag exclusif, c'est un tag qui n'enverra cette information à la personne que si elle est contenue sur sa fiche de contact. Et un tag préférentiel, c'est un contenu qui sera envoyé en priorité, mais on peut envisager de lui envoyer quelque chose d'autre. Quand je dis on peut envoyer quelque chose d'autre, c'est dans le cadre de la campagne intelligente, qui est cette fonction intelligente qui va sélectionner dans la base que vous avez mis à disposition ce qui va être envoyé. Alors, je vais prendre l'exemple de l'étape du cycle d'achat parce que j'ai vu sur certains comptes des clients des contenus qui avaient une étape découverte et une étape évaluation. Alors, déjà, ce que ça veut dire dans Pledzi, au-delà de toute la réflexion marketing qu'on peut avoir, c'est que ce contenu-là, on va, dans le cadre de la campagne intelligente, soit l'envoyer à quelqu'un en phase de découverte, soit en phase d'évaluation. Maintenant, si on se dit qu'en phase de découverte, évaluation et achat, le prospect, la personne qu'on adresse a des besoins différents, elle est à un stade différent de sa réflexion et plus ou moins proche de la signature, on commence à comprendre que c'est pas très cohérent de mettre 2 étapes du cycle d'achat dans un même contenu. Parce qu'on ne veut pas prendre le risque
de commencer à proposer une solution trop tôt alors que la personne essaye d'identifier son besoin. Ou alors commencer à identifier un besoin alors que la personne est plutôt dans un stade de réflexion sur la solution. Donc voilà, c'est bien une étape du cycle d'achat par contenu. Hop. Ensuite, on a donc les tags préférentiels. Nous, on a l'intérêt. Donc, dans mon exemple, j'en ai deux. Conseil en inbound, rappel des basiques et produits et services 3, donc 3 en fait. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai l'information conseil en inbound, on y reviendra tout à l'heure sur ce que ça veut dire pour le client, mais c'est juste pour vous donner un exemple concret. Hop, là, je remets mon tag découverte. Ce contenu-là va être envoyé obligatoirement à une personne qui est en phase de découverte. Ensuite, il va pouvoir être envoyé à une personne qui a le tag conseil en inbound en priorité, mais une personne qui a le tag rappel des basiques peut également le recevoir. Donc voilà, pensez à bien taguer vos contenus parce que ça va déterminer la conversation que vous allez avoir avec votre contact. Et enfin, le score qui doit être pertinent avec votre contenu et votre étape du cycle d'achat. Je vous rappelle un petit peu les barèmes qu'on a déterminés, mis en place chez Pedi. Entre 0 et 20, c'est quelqu'un qui est en découverte. Entre 20 et 40, c'est quelqu'un qui est en évaluation. Et 40 plus, c'est quelqu'un qui est en achat. Ensuite, quelqu'un qui est en phase de découverte, c'est quelqu'un qui va beaucoup consommer de contenu parce qu'il a besoin d'identifier sa douleur, son problème. Donc, il va lire un premier contenu, puis un second, etc. Donc, on va les scorer de sorte que c'est pas un seul contenu qui va le faire passer en évaluation parce que c'est encore trop tôt. On va plutôt mettre des scores entre 5 et 10 en fonction de la réponse qu'on va apporter dans ce contenu. Donc, bien évidemment, si ici j'ai un score de découverte, alors il faut juste que je choisisse un contenu qu'on propose de scorer. Voilà. Là, je vais avoir un score à la soumission de formulaire de 5. D'ailleurs, je choisis la soumission de formulaire parce que c'est l'action qui est la plus engageante et qui montre que votre prospect est réellement intéressé. Je pourrais scorer la visite de la page, disons 2, mais ça voudrait dire que la personne qui va télécharger ce contenu va gagner 5 points, plus 2 points parce qu'elle aura visité la page, donc 7. Et si tant est que vous envoyez ce contenu-là par email, parce que je vous rappelle que l'email est scorable aussi dans l'ouverture et le clic, et disons qu'on met 3 à l'ouverture et 5 au clic, ça nous fait arriver à un score de 15, donc à la limite de l'évaluation, alors que tout ce que votre prospect a fait finalement, c'est ouvrir un email et télécharger un contenu que de base vous aviez estimé être en découverte et qui valait 5 points. Donc voilà, pensez bien à tout ce qui peut s'additionner quand vous faites votre score, ayez en tête l'étape du cycle d'achat et restez cohérent. On passe donc à la question suivante. Pardon, le scoring est-il cohérent? On vient de l'aborder. J'avais une jolie slide que du coup j'ai condamnée, mais c'est pas grave, je vous l'enverrai. Et enfin, la dernière question sur la création des contenus, c'est est-ce que les articles de blog sont-ils optimisés? La raison pour laquelle je fais un focus spécial sur les articles de blog, c'est parce qu'ils vont remonter automatiquement dans la newsletter intelligente et vous, de votre côté, vous n'avez rien à faire, vous laissez tourner et ça marche tout seul. Alors, j'ai un contenu blog ici que je suis allée récupérer sur le site web de Pledzi. Ce que je dois vérifier, c'est que j'ai bien mon image et quand je clique dessus, j'ai bien un teaser. Le teaser qui est quelque chose qui va permettre aux visiteurs, donc à mon lecteur de newsletter, de cliquer dessus. Je dis lecteur de newsletter, mais ça peut être aussi une promotion sur les réseaux sociaux où on va voir l'image et le teaser. Donc voilà, pensez à bien vérifier que votre teaser est renseigné. Dans l'idéal, on en a parlé il y a 2 semaines quand on a fait le webinaire sur le blogging. Essayez de faire en sorte que votre teaser soit différent des premières lignes de votre article de blog. C'est vraiment très subtil comme différence, mais le fait de commencer à lire quelque chose puis de le relire sur votre article de blog, c'est pas, on va pas dire décevant, mais c'est pas plaisant. C'est un peu répétitif. Donc, si je récapitule, on a commencé à ordonner nos contenus en parlant d'abord de leur création. On a abordé la question du format.
Est-ce que est-ce que je veux donner quelque chose en échange des coordonnées? Et donc là, ça va être un format e-book. Est-ce que c'est simplement un formulaire pour s'inscrire ou demander une information? Donc ça va être un contenu offre. Est-ce que je veux faire de la curation et promouvoir des articles qui ne sont pas les miens? Donc contenu page. Ou alors, est-ce que c'est un article de blog et donc contenu blog? La seconde question, c'est mes tags. Est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont logiques avec ce que je propose dans le contenu et les informations que je veux faire remonter? Troisième question, le scoring, toujours cohérent avec l'étape du cycle d'achat, la maturité du lead. Et enfin, les articles de blog sont-ils optimisés? Une fois qu'on a fait toutes ces vérifications, qu'on s'est posé toutes ces questions, passons à la promotion du contenu. Alors, là, il va y avoir 5 questions. La première, c'est est-ce que je choisis une landing page ou un formulaire? Et je reviens sur Pledzi, où là, je suis sur un contenu de type e-book découverte, et j'ai fait le choix de rattacher une landing page, ici, et un formulaire. On me demande souvent s'il faut choisir une landing page ou un formulaire, et la bonne réponse, c'est les deux, en fait. Tout dépend du parcours de votre visiteur. Le formulaire, il a plutôt vocation à être directement placé sur votre site web parce qu'on a pour objectif déjà d'arriver au bon moment dans la navigation sur les sites web. Il faut que vous ayez pris en main votre navigateur et que vous l'emmeniez quelque part où il y a ce formulaire-là. Et ensuite, l'objectif, c'est de limiter le nombre de clics. Donc, de ne pas l'obliger à cliquer sur un CTA qui le renvoie vers une landing page où il y a un formulaire, etc. Donc, on va plutôt favoriser le formulaire normal. La landing page, elle a plutôt vocation à être utilisée quand on adresse des gens en dehors du site web, souvent sur les réseaux sociaux ou dans les emails, parce que vous faites la promotion de votre contenu et vous voulez que la personne télécharge. En l'occurrence, si vous, prenons l'exemple des réseaux sociaux, si vous faites renvoyer sur le site web sur une page dans laquelle se trouve le formulaire, y a des petites choses sur les sites web qui peuvent potentiellement intéresser la personne que vous adressez et le distraire. Imaginons que j'ai un e-book sur l'inbound marketing, c'est génial. J'arrive sur le site web de Pledzi, j'ai le formulaire. Et Pledzi, c'est un site qui est coloré, c'est un site qui est travaillé pour voilà. Et du coup, j'ai envie de cliquer ailleurs, j'ai envie de me renseigner sur Pledzi, j'ai envie de je vois un livre blanc conviction RH, comment j'ai installé l'inbound chez moi. Et donc, je vais aller fouiller un petit peu, je vais être distraite. Et l'objectif de base, qui était de télécharger le livre blanc inbound, c'est génial. Je suis pas sûre que ce soit le titre que j'ai dit il y a 2 secondes, mais enfin, vous comprenez la logique. Finalement, cette action-là, je ne vais pas la faire. Donc, ce qu'on veut quand on adresse quelqu'un qui est extérieur à notre site web, c'est vraiment d'avoir un chemin tout tracé et propre. Donc, j'arrive des réseaux sociaux, j'arrive sur une landing page, je n'ai que les éléments de réassurance qui vont me convaincre de télécharger le livre blanc. Je télécharge le livre blanc et après, on peut éventuellement envisager une suite avec merci, etc., aller sur le site web. Et voilà, donc le choix entre landing page et formulaire, c'est le choix entre est-ce que je suis sur mon site web ou je suis sur les réseaux sociaux ou email. Revenons à ma petite liste de questions. Est-ce que les formulaires permettent de mieux qualifier les contacts? Je pense que la majorité d'entre vous aujourd'hui savent où je veux arriver avec cette question, c'est les modèles de formulaires, est-ce qu'ils contiennent des champs intelligents? Alors, si je vais regarder le modèle de formulaire que j'utilise pour le contenu que je vous ai montré il y a quelques secondes, j'ai 4 champs qui apparaissent à chaque soumission de formulaire. Et juste après, j'ai placé des champs non intelligents qui vont permettre d'avoir plus de renseignements pour différentes raisons. D'abord, pour mieux adresser mon prospect sans pour autant alourdir mon formulaire. Parce que si j'avais besoin de 35 informations et que j'avais 35 questions, clairement, mon prospect, il est pas assez engagé pour remplir ces 35 questions. Alors que si je lui propose 4 questions, qui revient, que je lui en propose par exemple 2 parce que j'aurai 2 champs intelligents, puis ensuite qui revient et que je lui pose 2 autres questions, c'est moins lourd comme formulaire et on a moins de mal à se dire ah là là, j'ai pas envie, c'est bon, je renonce à ce que je voulais faire de base. Donc, ça permet donc
d'alléger le formulaire, ce qui fait que c'est plus un frein à la conversion. Ça permet d'avoir toujours plus d'informations, donc de faire ce qu'on appelle du progressive profiling. Et petit à petit, vous allez pouvoir les récolter des informations qui peuvent être intéressantes pour vos commerciaux. Notamment la fonction, le numéro de téléphone, qui est, j'imagine, primordial pour un commercial. Je vous contacte car, donc, quand le commercial il va l'appeler, il sait exactement pourquoi il l'appelle, il sait exactement quel levier est-ce qu'il faut activer pour le convaincre. Donc voilà. Et tout ça alors que vous avez posé 4 questions à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que mon formulaire est soumis? Donc là, on est sur la partie workflow d'un formulaire. C'est une fois que mon contact a soumis mon formulaire, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux options au tout début. Est-ce que j'affiche un message de remerciement ou je redirige vers une URL? Le choix vous appartient. Nous, on a plutôt tendance à afficher le message de remerciement parce qu'on reste sur la page et on peut lui proposer autre chose. Le message de remerciement, par défaut, c'est dans Pledis, c'est merci pour votre demande. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un petit tour dedans et de mettre quelque chose d'un peu plus coloré déjà, qui correspond à votre charte graphique et qui soit cohérent avec l'action qui a été faite. Typiquement, sur mon Plaidy, moi, j'ai un message de remerciement pour l'inscription à la newsletter, un pour les webinaires et un pour les téléchargements livre blanc. Et là, comme je suis sur mon formulaire de livre blanc, vous voyez bien que j'ai mon formulaire, mon message de remerciement, téléchargement livre blanc, qui dit merci d'avoir téléchargé ce livre blanc, surveillez votre boîte email, il arrive dans très peu de temps. Ensuite, je reçois une notification qui me dit qu'une personne a téléchargé ce formulaire avec ces informations. Alors moi, je me suis notifiée sur ce formulaire pour vous montrer ce que ça fait, mais en réalité, tout ne s'équivaut pas. Par exemple, un formulaire de demande de contact, ce serait intéressant de mettre le commercial dans la boucle et de le notifier. Comme ça, il reçoit tout de suite l'information et il peut appeler le prospect. Ce qui est quand même ultra qualitatif en termes de service. Une personne qui remplit un formulaire, qui est tout de suite recontactée, ça fait plaisir. Et en plus, je ne sais pas si vous avez tous la connexion bidirectionnelle au CRM, mais elle se synchronise toutes les 2 heures environ. Donc la personne qui a fait une demande de démo, elle n'a pas besoin d'attendre 2 heures pour arriver dans le CRM pour que l'information remonte aux commerciaux. C'est fait de suite. Ensuite, on a l'email à envoyer suite à la soumission du formulaire. Je vous encourage vivement à envoyer quelque chose après la soumission du formulaire parce qu'une personne qui fait une demande sur votre site web, que ce soit une demande de démo ou un téléchargement, est concentrée avec cette action-là à l'instant T. Mais c'est pas dit qu'après elle s'en souvienne. Donc si vous envoyez quelque chose sur sa boîte email, il l'aura tous les jours sous les yeux. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, il l'aura. Et ça permet de se rappeler la marque. Au-delà de ça, ça permet aussi de créer un premier lien. Donc, un petit bonjour avec le prénom de la personne, c'est déjà un début de relation avec ce prospect. Petite astuce, enfin petit conseil même, si vous mettez un bonjour prénom et que dans votre formulaire, vous n'avez pas demandé le prénom, ça fait un peu louche. Assurez-vous que dans les informations que vous mettez dans votre email suite à la soumission du formulaire, ce soit des informations que vous avez déjà demandées dans le formulaire. Par exemple, on va éviter de dire bonjour, votre date d'anniversaire est le 20 mars 91, alors que vous ne l'avez pas demandé, tout simplement parce que vous l'avez récupéré d'ailleurs ou que voilà, éviter d'être louche en fait. Alors, où est-ce que j'en suis? Que se passe-t-il après la soumission d'un formulaire? Ensuite, est-ce que le contenu est promis? Alors c'est évident, mais le fait de l'avoir dans une checklist, en fait, ça permet de cocher la case oui, j'ai promu mon contenu, je suis en règle. Quand je parle de promotion, je parle évidemment les réseaux sociaux, les emails, etc. Je vous conseille de suivre le planning de diffusion. Je vous ai partagé il y a 2 semaines dans le recap du contenu du webinaire blog. En gros, ça explique que en fonction du réseau social, il faut promouvoir à une certaine fréquence. Évidemment, je vous conseille aussi de promouvoir depuis les comptes de vos collaborateurs
Expliquez-leur que ça va leur donner de la visibilité sur leurs réseaux sociaux, que ça va les aider à mieux vendre dans la mesure où ils se positionnent en tant qu'experts dans leur domaine en faisant la promotion de contenus qui traitent de leur sujet. Donc ça peut faciliter la vente. Et pour le contenu, ben, ça fait de la visibilité, ça fait de la notoriété et potentiellement des leads entrants. Et enfin, dernière question, promotion du contenu, est-ce que je dois le mettre dans la campagne intelligente? Alors, pour savoir si il faut le mettre dans la campagne intelligente, il faut se dire, est-ce que ce contenu-là permet à mon prospect, à mon contact, d'avancer dans le funnel d'achat, d'avancer dans le funnel d'achat en fonction du score, parce que c'est comme ça qu'il est traduit dans Pledzi, mais aussi dans sa réflexion. Comment est-ce que je l'aide grâce à ce contenu à se dire, ok, j'ai identifié mon besoin, puis ok, j'ai compris les solutions qui se présentaient à moi, et ok, Pledzi, c'est sympa parce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc voilà, posez-vous ces questions-là pour savoir si vous le mettez dans la campagne intelligente. Idéalement, donc, c'est un contenu qui est scoré pour faire avancer. Et évitez à tout prix de mettre des contenus qui ont une date de péremption. C'est pas très très joli ce que je viens de dire, mais ce que j'entends par là, c'est par exemple, si je veux faire la promotion de mon webinaire dans 2 semaines, je vais pas le mettre dans la campagne intelligente, même si je sais qu'il y a un envoi la semaine prochaine, parce que je n'ai aucune garantie que ce contenu-là va être envoyé à tout le monde la semaine prochaine. C'est vraiment en fonction des tags, des informations que vous avez sur votre fiche de contact, du score. Donc voilà, je ne vais pas prendre le risque de vous envoyer une information qui, dans 3 semaines, ne sera plus pertinente. Donc, si je récapitule, pour la promotion du contenu, je me demande si je choisis une landing page ou un formulaire, si mon formulaire me permet de mieux qualifier les contacts, d'aider aussi les commerciaux dans leur discours, dans leur conversation, et aussi de mieux adresser mon contact. Je me demande ce qui se passe après la soumission du formulaire. Quelle relation est-ce que je commence à avoir avec mon prospect et en interne, quelle information est-ce que je transmets à qui? Le contenu est-il promu? C'est une évidence, hein. Et est-ce que je fais figurer mon contenu dans la campagne intelligente? Pour terminer, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ce travail, ces 9 questions que je viens de me poser, comment elles vont impacter mon contact? Alors, je vais aller sur ma fiche de contact et je vais vous commenter un petit peu les informations qu'il y a dessus et vous expliquer quelle est la valeur enfin, comment est-ce que ça va servir. La première chose que je vois, c'est un score de 45. Ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là ne va être adressée qu'avec des contenus que j'ai bien pris soin de taguer en étape du cycle d'achat, parce que je rappelle la fourchette, le score, entre 0 et 20 en découverte, 20 et 40 évaluation et achat, c'est 40 plus. Je suis en phase d'achat parce que j'ai 45, donc ce que j'ai besoin d'entendre, c'est que le prestataire a un degré d'autorité dans son domaine, que c'est le meilleur prestataire possible. J'ai besoin d'être séduite. Je ne veux pas savoir quelles sont les solutions, etc. Tout ça, c'est derrière moi. Maintenant, j'ai besoin d'avoir tous les arguments pour être séduite. Ensuite, je sais que cette personne, en l'occurrence moi, quand je vais lui parler avec ses contenus de phase d'achat, mon angle d'attaque, enfin mon angle de conversation, ça va être le conseil en inbound et pas les bonnes pratiques ou pas les bases pour commencer. Pourquoi est-ce que je sais ça? Parce que j'ai téléchargé un contenu qui était correctement tagué, qui parlait de conseils en inbound, et donc quand j'ai soumis ce formulaire, cette information est remontée sur ma fiche. Côté qualification, donc j'ai mon intérêt qui réapparaît ici. J'ai mon adresse email qui peut servir aux commerciaux et puis aux communications. J'ai mon numéro de téléphone qui doit figurer quelque part, qui est voilà, juste là. Et donc j'ai toutes les informations qui vont permettre vraiment d'avoir finalement la conversation que votre prospect a souhaité et que vous lui délivrez. Ce qui l'intéresse en fonction de son degré de maturité et au moment où il le souhaite. Alors, je reviens vers vous. Je vais juste vous reprendre finalement toutes les questions qu'on s'est posées.
aujourd'hui, donc, 10 questions sur la création, la promotion et les contacts. 4 premières questions sur la création. Est-ce que j'ai bien le bon format? Est-ce que les tags sont cohérents? Le scoring est-il cohérent? Et les articles de blog sont-ils optimisés? Ensuite, sur la promotion, est-ce que je vais sur une landing page ou un formulaire? Est-ce que les formulaires me permettent d'avoir toutes les informations dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je propose une fois que le formulaire est soumis? Est-ce que mon contenu est promu? Et est-ce que je le mets dans la campagne intelligente? Et enfin, comment est-ce que ça impacte mon contact? Voilà, j'espère que ces questions, je pense que vous les aviez en tête, mais qu'elles vous ont aidé à vous structurer ou peut-être découvrir des choses ou fait envie de revenir sur certaines choses. Euh, voilà. Du coup, c'est le moment où vous posez vos questions. Si tu as quelque chose comme ça. Alors, je vais regarder si je trouve des questions. A priori, on n'en voit pas. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez posé des questions ou pas. Moi, j'en vois pas de mon côté. Est-ce que c'était parce que c'était vraiment très clair ou alors parce que vous maîtrisez les contenus, que vous volez de votre propre câble, comme on a déjà pu vous le dire. Alors, j'ai toujours rien, pas de questions. Merci beaucoup, Lydie, qui me dit que c'est très clair. Donc, ça me rassure sur le fait qu'on a bien des questions. Alors, on me dit que les questions viendront probablement lors de la mise en application. C'est très bien, c'est super, n'hésitez pas. Il va falloir pratiquer, effectivement. Mais je t'en prie. Et du coup, voilà, je pense bien à toutes ces questions quand vous faites vos contenus. Je vois de nouveaux clients, je vois des clients un peu plus anciens. Voilà, n'hésitez pas, enfin, pensez à avoir toutes ces informations pour bien adresser vos contenus. Vos contenus, pas du tout, vos contacts. Bon, je crois que vous êtes en train de conclure dans les messages que vous m'envoyez. J'ai des bonnes journées, merci, c'est clair, à bientôt. Du coup, de mon côté, je vous dis aussi, enfin, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à me les poser ou les poser sur le chat. On sera ravis d'y répondre. Bonne journée, au revoir.